Les joueuses et les joueurs sont prêts. Retour gagnant, c'est parti. On est en plein Open d'Australie avec Bertrand Meillard, avec Justine Hénin. Ça enchaîne, hein. Vous n'arrêtez pas tous les deux. Sortez d'Eurosport Tennis Club, commentaires de match, émission d'Eurosport International. Justine, ça enchaîne, c'est très impressionnant. Oui, mais je remarque que c'est pas le même homme que ce matin en cabine. oui. Hein. Bertrand, il y a le côté Qu'est-ce qui plus s'est rebelle passé quand même. Hein, T-shirt chiffonné, un petit hommage à Anderlecht. Pour la Quand couleur, même. mais sinon, Donc, c'est la mais on l'a changé là, donc J'ai je suis un double peu concert perturbée de quand ce même. groupe, demain et mercredi, donc je suis déjà prêt. C'est un homme de ressources. Il a une Grâce. deuxième tenue pour la deuxième émission de la Incroyable. journée. C'est magnifique. Bon, C'est mieux dans ce sens-là, parce que quand je le fais dans l'autre sens, je me fais engueuler. tu mettrais pas ce t-shirt dans Eurosport Tennis Club? Si, je l'ai fait, mais je me suis fait engueuler. Bah, pas ici, Bertrand. Je suis beaucoup plus sympa. Moi, je vais pas t'engueuler pour tes t-shirts parce que c'est la tradition d'un retour gagnant. Mais ici, oui, de mais Bertrand. j'apprends, donc je vais prévoir une seconde tenue pour le prochain retour gagnant, promis. Je lance un crowdfunding, donc je lance un appel à ceux qui aiment les groupes de métal ou les groupes des années 70. Pour envoyer vos t-shirts. Si vous voulez m'envoyer des t-shirts en XL à Eurosport, je veux bien, parce qu'au bout d'un moment, ça fait un budget quand même, tous ces t-shirts. Voilà. Si on veut avoir des Bertrand va différents. se faire sponsoriser. Ah bah attendez, Voilà. on est sur YouTube, Ouais. on est sur HBO Max, on a des vues, hein, donc c'est pas impossible, Bertrand, que tu arrives à trouver des Allez, les sponsors. boomers, envoyez-moi des t-shirts. Alors, on est en plein dans cette deuxième semaine de l'Open d'Australie. On n'a pas eu des matchs jusqu'ici flamboyants, mais on a des hommes au rendez-vous avec les 6 premières têtes de série en quart de finale chez les garçons, les 6 premières têtes de série en quart de finale chez les femmes, et des matchs qui ont l'air de nous donner un petit peu envie, et notamment ce Shelton-Sinner, puisqu'on sort de la victoire de Ben Shelton face à Casper Ruud. Il nous a fait un petit peu peur au début du match, mais on se dit que face à Sinner, peut-être qu'un Ben Shelton a un peu plus d'armes qu'un Casper Ruud. Justine, on attendait cette victoire de l'Américain? On l'attendait, il était favori quand même dans cette partie. C'est ce qui a pesé d'ailleurs quand même sur ce premier set aussi, le côté pas de pression pour Casper Ruud, c'était que du bonus aujourd'hui. De toute façon, soit il gagnait, il allait affronter Sinner, soit il rentrait près de sa femme à la maison, donc il n'avait absolument pas de pression. Et du côté de Ben Shelton, il y a quand même un statut de favori aussi à assumer, et là une opportunité magnifique parce que il y a un an, ça s'était pas très bien passé quand même face à Yannick Sinner, où on l'avait senti complètement perdu dans la précipitation. C'était très déstructuré. On sent dans le discours, là, je trouve, de Shelton, que c'est peut-être un moment maintenant pour montrer aussi ses progrès, son évolution. Je ne suis pas sûre que ça va suffire quand même. Il y a une détermination, en tout cas, dans son mais il a discours, envie. c'est vrai. Il a Ouais. envie. Il y a une détermination dans son discours, on l'a vu à l'interview, vraiment l'envie de faire mieux. Après, attention, parce que le début de match aujourd'hui n'a pas été rassurant. Il est passé quand même à côté de son premier set. Ruud est très bien rentré dans le match, très déterminé. Il a fait exactement ce qu'il fallait pendant un set et demi, un peu plus même. Mais il a craqué sur son jeu de service à 4-5 dans la deuxième manche, et ça a été le tournant du match. Mais surtout, je ne sais pas si Ruud sur dur est capable de tenir ce niveau de jeu-là sur un match au meilleur des 5 contre un joueur comme Shelton. Je ne crois pas. Sur terre battue, il est plus à l'aise parce que c'est les schémas qu'il connaît mieux. Là, tenir face à un tel rouleau compresseur, c'était difficile. Mais c'est quand même une alerte pour Shelton qui a été menée. Il n'a pas eu vraiment d'alerte dans le deuxième set, mais il n'a pas eu quand même beaucoup d'occasions de break non plus. Après, il avait vraiment dominé. Après, il a tenu son statut, je trouve, sur les 2 dernières manches. Et c'était du vrai Shelton. Il prenait le dessus. Il prenait le dessus. Et puis même au niveau des langages corporels, ça a un peu changé. Alors Ruud, c'est pas le joueur qui va balancer une balle dans le public. Non, mais il s'agaçait un peu. Et il parlait beaucoup à son père. Et oui, il se frustrait. On a vu qu'il se frustrait. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, de la part de Shelton d'être cette sortie de cette situation un peu piégeuse quand même en début de match, et d'avoir montré de très belles choses par la suite, parce qu'ensuite, quand il est devant au score, c'est vraiment le rouleau compresseur. Là, quand il commence à avoir un break, c'est pas le genre à lâcher non plus, ou à trembler sur un dernier jeu de service comme on l'a vu. Il a terminé sur un jeu blanc, franchement, avec beaucoup de qualité. Après, Sinner, il ne pourra pas se permettre d'avoir un retard à l'allumage. Il va relancer encore mieux. Il va servir évidemment encore mieux que Ruud, qui pourtant servait pas mal aujourd'hui. Il va être dans une cadence, il va défendre de façon incroyable, à faire peut-être encore moins de fautes. On le sait, c'est encore une fois tout en mieux. Donc ça veut dire que Shelton doit être comme ça tout le temps, pendant peut-être 4, 5, 7, à son meilleur niveau. C'est un peu son péché mignon aussi, Shelton, c'est haut et c'est bas. Il parle beaucoup de sa concentration. Là. Moi, il m'avait plutôt déçu sur la fin de saison, même si on voit ses progrès, son évolution. J'adore le regarder évoluer parce que c'est spectaculaire, parce qu'on sent que c'est vraiment un joueur qui peut quand même venir bousculer les meilleurs de par son style de jeu. C'est vrai, il avait été blessé à l'US Open. Il s'est qualifié pour les Masters. Ça témoigne quand même, c'est pas un hasard de voir Ben Shelton se retrouver aux Masters, mais m'avait un peu déçu sur le plan tactique.
notamment au Masters. Et d'ailleurs, son papa en a pas mal parlé. J'ai écouté des interviews de son papa qui expliquait vraiment tout le travail qu'il faisait pour essayer de le garder concentré sur ses plans de jeu, parce qu'il a tendance à s'échapper un petit peu. Dès que ça fonctionne pas comme il le veut, hop, il passe à autre chose. Et donc, finalement, quand on fait un choix et que ça passe pas, c'est pas forcément qu'il est mauvais. On doit aussi pouvoir évoluer dans l'exécution et voilà, trouver de la justesse tactique et de la structure dans son jeu, pouvoir se tenir à des schémas, surtout dans les moments de tension. Je trouve que ça fait partie des objectifs de Ben Shelton. Et moi, je sens quand même sur ce début d'Open d'Australie qu'il y a eu un vrai travail quand même à l'intersaison qui a été fait là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coaching autorisé, et donc où vraiment on n'a plus besoin de se cacher, ça l'aide. Ouais, ça l'aide. Ouais. Parce que, là, on l'a vu, comme le dit Justine, tu as raison, il faut qu'il se structure, il n'arrive pas forcément à se structurer tout seul. Et il y a un moment où il est allé voir son père qui lui a dit, quand il est loin au retour, service volé de temps en temps. Hein, et il s'est mis à le faire, il ne l'avait pas fait avant, et il l'a fait avec beaucoup de justesse. Et du coup, derrière Casper Ruud, forcément, il s'est posé des questions. Alors, il ne savait plus trop comment se positionner, il a avancé parfois, il a perdu un peu ses certitudes de début de match au retour. Et ça, c'est bien vu tactiquement, ça vient du papa, évidemment, mais ce sont des choses qui peuvent être importantes aussi. Maintenant, le coaching joue quand même un rôle important. Oui, puis il doit être capable de les entendre, les appliquer. Mais pour ça, ouais. Il doit quand même être à l'écoute. Et je trouve que c'est vraiment magnifique dans leur relation, c'est qu'on sent qu'il y a ce véritable échange. Et là, aujourd'hui, il était dans l'écoute. Il allait aussi capter des informations. Et en plus, s'il peut les appliquer derrière, évidemment, ce n'est que positif. C'est d'ailleurs un duel de papa, ancien joueur aussi. Ah oui, aujourd'hui. le papa de Casper. J'ai regardé, ils ont joué à la même époque, mais ils ne se sont pas affrontés, malheureusement. En même temps, il y avait un terrien pur jus qui était Christian Ruud et il y avait vraiment le joueur offensif qui a gagné ses titres sur gazon, Brian Shelton. Donc, il ne se retrouvait pas forcément sur les mêmes tournois. À l'époque où les surfaces étaient quand même très, très distinctes. Hein. Oui, c'était des vraies différences de surface. Et ils se sont beaucoup affrontés en revanche, Shelton et Sinner, et ce n'est pas à l'avantage de Ben Shelton. Hein. Il est mené 8-1 dans les face-à-face. Il a gagné leur premier match en 2023, c'était à Shanghai. Et depuis, il n'a plus gagné un match, il n'a plus gagné un set même, avec, vous l'avez rappelé tous les deux, cette demi l'an dernier contre Sinner. Est-ce que c'est un joueur qui a évolué par rapport à l'an dernier, Ben Shelton ? Est-ce qu'avec l'expérience de ce non-match un petit peu l'année dernière, il peut faire beaucoup plus ? Est-ce qu'il peut être, lui, le joueur qui embête Yannick Sinner ? Parce qu'on l'avait dit dès le début du tournoi, on s'attend à avoir encore une finale Sinner-Alcaraz. Est-ce qu'un Ben Shelton, imprévisible avec son gros service, ça peut être un homme qui embête Yannick Sinner ? Il en faut beaucoup, mais le côté imprévisible ne suffira pas ou plus, et on l'a vu. Est-ce que c'est le même joueur qu'il y a un an ? Non. Est-ce que c'est même le même joueur, je pense, que sur la fin de saison ? Non. Alors après, il va retomber aussi dans certains travers. Il faut du temps pour continuer à mettre des choses en place. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils regardent leur head-to-head face à, sans doute Alcaraz maintenant, Sinner, on parlera de Musetti, Djokovic, de Minaur, si Fritz avait eu à affronter Djokovic, ça aurait été la même catastrophe. Donc à un moment, ils savent quand même ce qu'ils ont vécu sur le court face à ces joueurs-là. Chez Shelton, il y a encore beaucoup de temps pour mettre des choses évidemment en place. Donc, quand vous allez chercher ce type de match, oui, c'est pour ça que la capacité d'analyse. Il disait aussi quelque chose de très, très intéressant dans l'interview d'après-match. Aujourd'hui, il parlait de son ambition et de sa confiance. Mais il disait, je suis honnête avec moi-même aussi. Donc, pouvoir aller chercher aussi dans ce qu'il a vécu, par exemple, l'année dernière, vraiment de regarder la réalité en face, pas de se cacher. Et donc, on sent aussi cette volonté de pouvoir apprendre de ces moments-là. Donc, mais oui, avec son tennis spectaculaire, un gaucher, c'est quand même toujours particulier. Il a des armes maintenant en face. Et c'est tellement, tellement costaud et fort à tous les niveaux, à part peut-être un peu sur le plan physique où ça peut tromper de temps en temps. Non, mais on a besoin que les séries de victoires s'allongent de Sinner et Alcaraz face à des adversaires. Ça nous permettrait de plus être en tête du palmarès, là. Parce que malheureusement, dans les confrontations les plus dures de l'histoire, c'est Gaël Monfils et Richard Gasquet. On va en parler des Français contre après. Djokovic et Nadal. Les plus longues séries. 20 et 18-0. Hein, donc, s'il y a des victimes qui veulent perdre beaucoup encore contre Sinner et Alcaraz, je comprends. C'est que le début, parce que même le face-à-face Sinner de Minor, c'est déjà 13-0, alors que c'est que le début. Il faut qu'il fasse chaud peut-être pour... On a vu que Sinner, il ne répondait pas très bien. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Lui, il rejouera après-demain. Ouais, attends, on va jouer avec les toits fermés dès qu'on aura la heat rule à nouveau. Et j'imagine qu'à 43 degrés, ça va pas être trop difficile à atteindre. Donc, oui, non, là, je crois que
Sinner est suffisamment bien préparé pour rebondir après un coup de chaud, surtout qu'on n'est pas dans un tournoi qui se joue où on joue tous les jours. Donc il y a une journée de récup, il a une équipe complète, un joueur de ce niveau-là. C'est peut-être évidemment différent d'un joueur qui serait 50e ou 100e mondial. C'est là qu'il y a des différences qui se font, mais c'est logique, il n'est pas devenu numéro 1 par hasard. Il a les moyens de récupérer. En plus, on est dans un stade, dans un complexe même plutôt, qui est incroyable au niveau de la dédication des infrastructures, parce que c'est le Centre national d'entraînement australien. C'est là qu'on a vu notamment les premiers bains glacés. Il y a tout ce qu'il faut. Je les ai même connus. Elle a connu par Justine. Donc c'est vous dire s'ils étaient... Voilà, vraiment. Hein. Des temps très anciens. Et oui, c'était juste après l'époque du baron Van Cram, donc alors un siècle après, quoi. Donc non, il y a vraiment de très belles installations. C'était des précurseurs. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour récupérer. Là, je pense d'ailleurs Nicolas Escudé, qui a commenté son match aujourd'hui, nous a dit qu'il n'y avait aucune séquelle. Et ça s'entraîne en indoor aussi, forcément, parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Quand même, pour terminer sur un point de Shelton, par rapport à Sinner, est-ce qu'il faut encore pour aller battre cela qualité de retour? Je pense quand même que, voilà, là, on parle beaucoup des mises en jeu, le service que Alcaraz et Sinner ne cessent de faire évoluer. Ce sont des relanceurs, à l'image de Novak Djokovic, qui sont au sommet de leur art. Ça reste encore un secteur dans lequel il y a, à mon avis, beaucoup de travail pour Ben Shelton jouer face à ces monstres-là. Ce sont des joueurs contre lesquels, souvent, les meilleurs se régalent, malheureusement, hein, pour eux. Mais la génération d'avant, les Raonic, par exemple... Karlovic, ça posait pas de problème à des Federer, Nadal, Djokovic. Il faut vite dérailler quand même, oui. Ouais. Alors ces quarts de finale, lequel vous intéresse le plus? On a du Alcaraz de Minor, Zverev Tienne, Musetti Djokovic et Shelton Sinner. Donc moi, ce sera le Alcaraz de Minor qui m'intéresse le plus parce que de Minor a énormément progressé. Il a joué en patron, je trouve, jusqu'à maintenant, à domicile en plus. Donc il a ce côté où il joue bien devant son public. Il a éteint le public. Oui, et puis il a atteint encore un quart de finale en Australie. Il est toujours fidèle au poste dans son grand chelem. Et on a vu à quel point il a bien joué jusqu'à maintenant. C'est sorti de toutes les situations. Il a mis une tôle, on peut le dire, à Bublik. Il lui a marché dessus vraiment. Et l'autre a été vraiment sans aucune réponse, alors que Bublik était quand même dans une très belle forme. Il a vaincu cette saison. Donc, de Minor progresse. Il continue à progresser. Il progresse aussi dans sa croyance en lui, ce qui est très important, parce que quand on commence à aborder ces joueurs-là, si on ne croit pas en soi, on est sûr de repartir avec une valise. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner du tout, mais je suis intéressé de voir à quel point il va pouvoir embêter ou non, je dis bien ou non, Alcaraz. Est-ce qu'il va de nouveau finalement prendre une rouste et finalement pas exister, ou est-ce que ses qualités vraiment à la fois de défenseur, de contreur, de vitesse et même d'ailleurs maintenant un tout petit peu plus de puissance, est-ce qu'il va réussir à dérégler un petit peu Alcaraz? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur sa quart de finale. Alors là, oui, moi j'ai deux coups de cœur dans les. Je peux en choisir deux, Allez, je vais m'octroyer ça. Oui, bien sûr. Non, je vais être attentive aux Zverev Tienne, parce que j'ai envie de continuer à découvrir leur Nortienne et dans ce type de situation. Le Djokovic, Musetti, quand même, là, par contre, en numéro 1 pour moi. Mais pour rebondir sur de Minor, je trouve qu'au-delà du challenge Alcaraz ici sur l'Open d'Australie, ça va être intéressant aussi cette saison, parce que là, on sent c'est un joueur de palier. Vraiment, un de Minor. Il en a encore il était rentré dans le top 10, il nous avait déjà scotché, surpris c'est vrai, on n'était peut-être pas nombreux à l'imaginer quand même être capable de rentrer dans le top 10. Puis il a tourné autour là, pendant un certain temps, avant de connaître une saison difficile l'année dernière en perdant des gros matchs. Avant finalement de se qualifier pour les Masters à nouveau, d'y gagner un match. Et là, on sent que ça lui a fait un bien fou. Il a travaillé physiquement. Et là, maintenant, indépendamment de Sinner et Alcaraz, il y en a d'autres encore à aller chercher pour Alex de Minor là, en 2026. Il y a d'autres gars à aller accrocher. Donc, bien sûr, il y a un attrait incroyable. Imaginez quand même qu'il aille se qualifier pour une première demi en Grand Chelem, parce qu'il a coincé au stade des quarts de finale. Il n'a pas pu battre au Jalès. S'il devait choisir Melbourne en quart face à Alcaraz, ce serait quand même une histoire incroyable, même si on y croit peu. Et voilà, le Djokovic-Musetti. Musetti, c'est avec de Minor mon coup de cœur dans ce tournoi pour le moment. Pourquoi? Tiens, il n'y a pas de point commun entre Musetti le revers à une main. et Justine. Bien sûr, le revers à une main, évidemment. Mais c'est très bien parce qu'on avait envie de parler aussi de Novak Djokovic, qui va arriver quand même dans une position idéale pour ce match face à Lorenzo Musetti, puisqu'il est passé d'une potentielle disqualification lors de son match précédent. On va en parler de ce geste à
une qualification directe en quart, puisque son adversaire, Jakub Mensik, a dû déclarer forfait. On sait que voilà, Novak Djokovic a 38 ans sur le format des matchs en 5-7. C'est ce qui pouvait pêcher un peu là. Il arrive lancé. Et avant de parler de ses chances, ce petit fait de jeu face à Botic van de Zandschulp, il aurait pu être disqualifié. Hein. Il balance de toutes ses forces une balle, alors qu'il a remporté le point en plus, qui passe à quelques centimètres de la ramasseuse de balles qui était agenouillée à côté du filet. Il mène un 7 et 4-2 aussi à ce moment-là. C'est ça qui est étonnant, ce geste d'humeur. Alors, la règle, c'est qu'il ne l'a pas touché, donc il n'est pas disqualifié. Mais le geste est violent et dangereux. Un carton aussi. rouge, c'est uniquement quand on blesse. C'est dangereux. Pareil, on attend qu'il se passe quelque chose pour sanctionner. Alors, là, selon les règles, il ne peut pas être disqualifié, de toute façon. Il peut prendre un avertissement, comportement antisportif. Exactement, comportement antisportif. Ouais, même ça. pas pour ball abuse, parce que finalement, ça reste, elle est restée dans le coup. Ça reste sur le coup. Il a eu de la chance, tout simplement. Il l'a dit d'ailleurs, hein, il l'a reconnu qu'il avait eu de la chance. Il a eu très chaud, c'est passé un rien, c'est un comportement très dangereux. Il ne peut pas être disqualifié pour ça. Je pense que ça, les règles sont assez claires. Comme c'est pas maîtrisé, en fait, est-ce qu'il faut faire évoluer la règle? Il peut pas, mais ça se joue à quelques centimètres et quelque chose qu'il ne maîtrise plus en fait là. Hein. Si ça touche la ramasseuse là. Non, mais de toute façon, il n'était plus en maîtrise de ses nerfs, Novak Djokovic, mais voilà, il a été sauvé par quelques centimètres. C'était finalement un geste effectivement, moi je trouve plus. Il n'y a pas d'intention évidemment de faire mal à qui que ce soit, comme c'était le cas à l'US Open en 2020, où là il y a une application stricte de la règle. Alors c'était moins violent. Et c'était moins violent, beaucoup moins violent, mais oui. c'est comme ça. Je ne sais pas si les règles doivent évoluer. Bon, on a échappé au pire de toute façon. D'abord pour cette ramasseuse, parce que c'est quand même le plus important. Ouais. Et ensuite parce que on n'aurait pas aimé voir Novak Djokovic disqualifié dans ce tournoi. Surtout en menant comme il menait. Et parce que voilà, ça maintient un intérêt évidemment énorme pour la suite. Mais ça pose toujours la question de la gestion des émotions, je trouve, et des différences de personnalité aussi, de la manière de le gérer. Il a beau savoir tout ce qui s'est passé, Novak Djokovic, à ce moment-là, il est dans l'instant. Il a l'impression qu'il a perdu un peu de contrôle sur les choses par rapport à la pause. Le côté sombre, là, mais c'est vrai, il est le premier à en parler. C'est ce qui a fait de lui un champion aussi. Hein. Donc c'est à la fois sa grande force, c'est de sentir les moments où ça va plus, où il n'a plus les choses en main, et en même temps, de temps en temps, ça dérape. Il se connaît très bien, il en a déjà parlé, et puis il a du mal encore à maîtriser ces moments-là, parce que là, il est dans le feu de l'action, il ne peut pas repenser à l'US Open 2020, évidemment. Heureusement qu'il vise moins bien qu'Ostapenko, parce que sinon, c'était la disqualification assurée. Qui avait allumé ses adversaires. Je ne sais pas, moi, si elle a... Je sais pas si c'est si bien visé, en fait. Je ne crois pas. Non, je pense que c'est un peu réflexe quand même, hein, parce que c'est une deuxième volée, et je l'ai revu tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit fait exprès. Après, elle joue à hauteur de tête, alors que souvent, on dit qu'il faut jouer à hauteur de hanche dans ces cas-là. Oui, mais dans le feu de l'action, c'est pareil. Dans le feu de l'action, c'est vrai que c'est du même filet. Pas maîtrisé du tout non plus. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, il est là, Novak Djokovic, et en plus, il a eu un jour de repos supplémentaire, puisque donc Jakub Mensik a déclaré forfait. Ça, c'est aussi un match qu'on aurait aimé voir, hein, Mensik-Djokovic, parce qu'il revenait bien, le Tchèque. Il va affronter Musetti, contre qui il mène 8-1 dans les face-à-face. Donc là aussi, hein, c'est comme le Sinner-Shelton. Et le 1, c'est un match où Monte-Carlo, Djokovic, je ne sais même pas s'il a 50%. Moitié sous la pluie. Il n'est pas motivé à Monte-Carlo. C'est un début de saison de terre battue. Ça fait des années maintenant. Bien sûr qu'il l'a été avant. Hein. Ça fait des années qu'il vient... pas en touriste, mais en dilettante un peu. On sent que ça ne le marque pas particulièrement de perdre des matchs à Monte-Carlo. Il ne va pas s'appuyer là-dessus. Musetti, peut-être plus sur la finale d'Athènes. Oui. Il y a eu un gros combat en fin de saison dernière. Il est passé tout près, Lorenzo Musetti. Et ça nous donne de l'espoir pour ce match. Il va s'appuyer effectivement sur ce match-là, qui a vraiment atteint un très très haut niveau. Quand on a vu la joie de Novak Djokovic en gagnant un 250. Il y avait évidemment tout le contexte. Son nouveau chez lui. Exactement. Mais il y avait aussi se prouver encore à ce niveau-là qu'il était capable. C'est un Musetti qui l'a quand même poussé. Mais c'est de se raccrocher à ça, Musetti, et puis il faut capitaliser, indépendamment des confrontations. Évidemment, c'est terrible. Quand vous êtes mené comme ça, et à un moment, il faut aller chercher ailleurs. Et là, c'est avant tout compter sur lui-même, en fait, Musetti. C'est de prendre conscience. Et je pense qu'il est en train de prendre conscience quand même du chemin parcouru. C'est quand même intéressant, le fait d'être allé chercher aussi un autre coach maintenant, amener du sang frais, José Perlas, dans son équipe, à côté de Tartarini, qui est son coach de toujours, qui a dû partir. D'ailleurs, Tartarini, sa maman, malheureusement, est décédée. Donc, il joue aussi sans lui, ici.
il arrive à se prouver qu'il est capable. Il n'y a plus l'effet joystick, hein, comme il disait, je suis piloté par mon coach, donc il est de plus en plus mature sur le court. C'est capitalisé sur tout ce qu'il est en train d'emmagasiner en termes de confiance. La confiance, elle vient par les résultats ils viennent par le travail, et on sent quand même que physiquement, là, moi je trouve, il a pris une autre dimension. Donc c'est se raccrocher avant tout à tout ça, certainement bien plus que sur la victoire à Monte-Carlo, je pense. Il y a un aspect émotionnel fort chez Musetti en ce moment. Et d'abord, il vient d'être papa une deuxième fois. C'est pas rien. C'est aussi de la fatigue, certainement, même si là, sa famille, elle reste en Italie. Mais c'est un événement de vie très important. Et le décès de la maman de son coach, c'est pas non plus anodin parce qu'ils sont très proches. C'est quand même un deuxième papa, il a dit. Son coach, il était présent à son mariage, il était présent au baptême de son fils. Je pense que ça doit le toucher. Il la connaît forcément et c'est quelque chose qui doit le toucher. Peut-être aussi lui donner une force supplémentaire, parfois quand on vit comme ça des épreuves difficiles. On avait vu Alcaraz avec Juan Carlos Ferrero qui avait dû partir. Miami ou il était revenu ensuite pour la finale. Donc voilà, après, moi j'ai du mal à croire à la victoire de Musetti, honnêtement, parce que ce Djokovic est en mission et qu'il m'a l'air vraiment, en plus sur ce cours où il a gagné et soulevé 10 fois le trophée, je le sens très très fort et je pense qu'avec le fameux 8-1, je vois Djokovic gagner, mais on a parlé de deux lames, les deux lames qu'il faut passer pour lui. La première lame, en l'occurrence la Sinner, puis Alcaraz, ce qui paraît impossible. Mais là, un truc Musetti, par contre, peut-être une première lame. Un premier test, en tout cas. Un premier vrai test, c'est-à-dire commencer peut-être à l'entamer. Ça peut être un match quand même peut-être un peu long. Je vois Djokovic gagner, mais peut-être qu'il peut effectivement sans avoir joué avant, un petit peu en plus, avoir travaillé un peu plus face à Musetti. Alors que si ça avait été Fritz, honnêtement, je pense que et non, je pense que ça aurait été beaucoup plus tranquille. Donc, ce qu'il souhaitait lui, c'est arriver le plus frais possible pour aborder les deux meilleurs. Pour l'instant, Paris réussit, à voir si Musetti peut l'entamer un petit peu. Oui, dans des conditions forcément qui vont être aussi différentes. Là, ce sera peut-être toit fermé, en fait, d'ailleurs. Ouais, même à cette heure-là, ça arrangera bien Djokovic. Musetti a eu l'occasion quand même de jouer toit fermé, puisqu'il a joué dans les grosses chaleurs aussi, en même temps que Sinner l'autre jour. Donc, il a pu prendre la mesure de ces conditions-là. Ce sera un Rod Laver Arena. Toit fermé, il en a parlé, Musetti. Je pense que là, ça vient le titiller un petit peu. Puis je ne sais pas si vous avez vu, on a vu des images de Novak Djokovic aujourd'hui. Ouais, il n'avait pas l'air très inquiet, donc je pense que le forfait, ça ne veut pas dire qu'il est... Non, il sait, parce qu'il a regardé Musetti, il se méfie, il a vu son niveau de jeu. Mais par contre, le forfait de Mensik, ça, c'était vraiment... c'est un cadeau. C'est cadeau. C'est un cadeau pour Djokovic. La chance. Il n'a pas peur. Même à 38 ans et demi maintenant, je crois qu'il est peur. Peut-être les deux, Sinner Alcaraz, mais je pense que sur un Musetti... Non, mais quand on le sent nerveux sur le terrain, c'est parce qu'il a quand même... il y a le danger. La peur, il peut la dépasser, mais il y a un danger. Il y a un danger permanent, il le sait. Voilà, et puis, il n'était pas encore aujourd'hui pour se projeter dans son match. Il y a tellement d'expérience là-bas. Ouais. Mais là, c'est quand même... Il est dans un contexte... il ne pouvait pas rêver mieux, en fait, sur cette entame d'Open d'Australie, hormis ce qui s'est passé, qui je pense lui a quand même pris un peu d'énergie. Maintenant, il aura eu le temps de digérer, mais il a vraiment eu des adversaires. C'était optimal pour monter en puissance petit à petit. Plus ce forfait, Mensik, c'était quand même un joueur qui lui a posé beaucoup de problèmes l'année dernière. On a beaucoup parlé de l'incident, évidemment, il faut parler du niveau de Novak Djokovic, quand même, depuis le début du tournoi. Ça jouait bien. Et sur le plan physique, moi, je trouve qu'il est mieux que ce que l'on a déjà pu voir sur des débuts de Grand Chelem. Donc, non, il est bien, le Serbe, il est bien, et il va avoir encore envie de faire parler son expérience. 3 Italiens, Sinner, Musetti et Darderi. Mais on ne peut pas faire le bilan encore du tennis italien, malheureusement. Et non, mais on va pouvoir justement un petit peu comparer avec le bilan du tennis français, puisque il y en reste 2, là, Sinner et Musetti en quart de finale. Et ça ne vous a pas échappé, évidemment, il n'y avait pas de Français en deuxième semaine. Encore une mauvaise édition, mais sans que ça nous surprenne vraiment, puisque finalement, on l'a dit, on en a parlé aussi, ils étaient un peu tous à leur niveau, les Français au rendez-vous, sans la présence d'Arthur Fils et Loïs Boisson chez les femmes, qui sont les numéros 1 respectifs. Depuis 1988, l'année où l'Open d'Australie a adopté le tableau à 128 joueurs. C'est la 3e fois que la France ne place qu'un seul homme en 16e de finale. Donc c'était Corentin Moutet qui perd face à Carlos Alcaraz. Donc évidemment, c'est pas déshonorant. Et donc aucun Français en 8e de finale. C'est la 5e fois que ça arrive depuis 1988. Ils étaient 18
au premier tour. Il y en a donc plus très très vite. 4 joueurs seulement en 8e sur l'ensemble des grands chelems l'an dernier. Donc on n'est pas vraiment... Enfin voilà, c'est pas une surprise par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Est-ce que finalement... il faut baisser ses attentes avec ce tennis français? On a déjà vécu cette scène, non? On a déjà je crois. Hein. Ouais, Oui. je vous dis, l'année dernière, sur les 4 grands chelems, c'était les mêmes débats à chaque Impression fois. de déjà vu. Faut-il s'inquiéter pour le tennis français? Et au-delà de faut-il s'inquiéter pour le tennis français, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire mieux? Quand on compare avec le tennis italien, pas très loin, le tennis américain, on voit là chez les femmes... Déjà, il faut avoir la des, carte il faut avoir en des huit, voilà. joueurs, C'est pour toi. les meilleurs joueurs en meilleure santé, puisque là, meilleurs garçons et meilleures filles, a priori, en termes de potentiel, ils sont blessés tous les deux, ils ne sont pas à l'Open d'Australie. Ensuite, tu vas faire un truc très mathématique, hein, j'en ai déjà parlé dans l'Eurosport Tennis Club, mais 16e de finale, donc 3e tour, c'est 32 meilleurs. OK, 32 meilleurs chez les filles, donc on n'en avait pas, puisque Loïs Boisson n'est pas là, et chez les garçons, d'ailleurs Loïs Boisson, elle n'est pas dans les 32, je crois, et si, peut-être juste. Et chez les garçons, il n'y a que Rinderknecht. Donc on aurait pu se dire, pour avoir un bilan qui corresponde au classement des joueurs, il aurait fallu en avoir un au 3e tour. Et c'est ce qu'il y a eu avec Corentin Moutet. Donc le bilan chiffré, il n'est absolument pas surprenant. Pas dire qu'il est positif, mais il n'est pas surprenant par rapport à là où on en est en ce moment, avec Arthur Fils qui est toujours blessé, Hugo Humbert qui a rétrogradé au classement, ce qui lui fait qu'il hérite de Shelton au premier tour, alors que si était tête de série, il serait protégé. Et nos filles qui sont de toute façon pas protégées parce qu'elles ne sont pas tête de série. Donc le bilan du tournoi, pour moi, n'est pas décevant, il est normal. Après, comment on peut améliorer ? Il faut déjà que les meilleurs, donc que je dis soient au rendez-vous, que Arthur Fils puisse revenir, on l'espère, rapidement à son meilleur niveau, que Loïs Boisson puisse physiquement aussi s'exprimer plus souvent, parce que là, elle est souvent blessée. Et puis elle a fait un gros coup. Elle a fait un gros coup. Elle a gagné un titre aussi à Hambourg. Oui, bien non sûr, plus, mais il faut rester raisonnable quand même dans les. Enfin, il faudra voir. Non, mais après, la dernière chose, c'est qu'on parle beaucoup de densité, à juste titre en France, beaucoup de densité, mais la densité qu'on avait il y a encore 5-6 ans, c'était pas la même, parce que la densité, elle se jouait sur tout le top 100. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs qui allaient régulièrement en quart, en demi, voire en finale pour Joe-Wilfried Tsonga en 2008, de Grand Chelem, et qui pouvaient gagner des Masters 1000, etc. Donc, mais ça se plaignait déjà qu'il n'y ait pas de vainqueur de Grand Chelem. Et je pense que beaucoup donneraient pour revivre cette époque-là. Ça se plaignait parce que nos meilleurs joueurs perdaient toujours contre les Djokovic, Nadal, effectivement. Mais bon, combien ont perdu toujours, à part Wawrinka, Silic, Del Potro, personne n'a réussi à s'immiscer entre ces trois-là. Donc, c'était quand même une tâche très ardue. Donc, ce qu'il faut, c'est retrouver des joueurs avec un meilleur classement. Et là, après, effectivement, si on a des joueurs top 10 et qu'on n'en a personne en 8e, on dira que le bilan n'est pas bon. Mais il y a des trous générationnels parfois. On se rend compte qu'on a eu une génération qu'on a qualifiée de pas très forte, qui était très forte en fait, avec 4 joueurs qui pouvaient aller en quart, en demi, finale de Grand Chelem régulièrement. On savait qu'ils étaient forts quand même. Et c'est vrai qu'ils étaient forts, mais ils étaient comme critiqués. On ne gagne pas, on perd toujours, le quart, les demi, on perd. Parce que le potentiel était énorme. Oui, mais le potentiel était énorme. Il y a eu quand même de bons résultats. Et là, on va traverser peut-être un moment plus difficile. Il y a des jeunes joueurs qui poussent derrière, mais savoir ce qu'ils vont donner, c'est toujours délicat. Peut-être une culture de la gagne à être en France. Justine en avait parlé. Justine en a parlé. Regardez, en Espagne, quand même, il n'y a pas de trou générationnel. Ils ont cette culture de la gagne tout le temps. Les Américains en veulent beaucoup aussi. C'est des gagneurs. C'est peut-être un petit peu ça qui manque. Et là, je lance Justine sur quelque chose dont on a déjà parlé. Oui, beaucoup. Et en même temps, moi, je ne suis pas là au bord des cours pour les voir s'entraîner, les joueurs et les joueuses françaises. Donc, c'est toujours... on ne peut jamais que capter des choses de l'extérieur, même si... On entend, on voit un petit peu malgré tout, mais moi je ne suis pas dans le quotidien des joueurs et des joueuses françaises pour voir réellement aussi ce qui s'y passe. Ce qui est sûr, c'est que si on avait des clés déjà pour fabriquer des champions, ça se saurait. Ça reste aussi des volontés, je pense, personnelles très fortes qui sont liées à des parcours de vie, qui sont liées dans les parcours de vie aussi à des rencontres, qui sont liées forcément à des moyens qu'on est capable de mettre en place. Et là, on est souvent très heureux d'avoir une fédération qui, à un moment donné, est là pour mettre des moyens à disposition. Ça a été le cas, en tout cas pour moi, à un certain moment en Belgique. Mais ça ne dépend pas que de choses structurelles. Je pense que le discours est quelque chose de très important.
Et donc, oui, pouvoir avoir un discours ambitieux, mais en parallèle de ça, s'assurer qu'on se donne les moyens nécessaires. Et là, chaque joueur à être face à lui-même. Donc, comment on donne faim, comment on donne envie? Est-ce qu'il y a trop de potentiellement, finalement, trop de confort, où tout est trop facile à un certain moment? On vit aussi quand même dans une époque qui est particulière, dans le monde du tennis, où il y a quand même de plus en plus d'argent aussi, qu'on peut aller gagner de l'argent de différentes manières aujourd'hui. Et là, je ne parle pas même du tennis français, je parle de ce qui peut attendre aussi les jeunes générations. Mais je pense que vraiment le discours est quelque chose d'important, la haine de la défaite d'une manière ou d'une autre. Je pense que quand on veut franchir des caps, elle doit être présente. C'est vrai. Quiz. Oui, bien sûr. Mais moi, je l'ai déjà dit. Bien je ne laisse jamais gagner mes enfants un jeu de société. Oui, je me l'interdis, je ne leur rends pas service. La fève, elle n'est pas. J'allais dire la galette des rois aussi. Mais elle veut la fève. Justine, elle est défaite si elle l'a pas, bien sûr. Et toujours. Non, mais il faut rester évidemment respectueux dans l'esprit de compétition. Tu laisses la fève. J'ai laissé la fève une fois, oui, mais et la deuxième fois, elle l'a eu. dit que c'était pas au hasard. Elle l'a eu la deuxième fois de façon tout à fait. Je suis pas d'accord de la coacher un jour si ça commence comme ça, moi. C'est ça, non, l'autre, les voilà, dès l'enfance. Donc non, pour revenir sur le sujet, si à nouveau il y avait des clés pour le tennis français, je pense qu'on serait capable de les identifier beaucoup plus, mais je crois que c'est vraiment aussi lié à une possibilité de penser un peu plus grand. Alors évidemment, les exemples, on a beaucoup parlé du tennis italien, parce que les exemples sont là. Il y a clairement une émulation, donc retrouver un Arthur Fils, je pense quand même en pleine possession de ses moyens. De toute façon, déjà, ça ferait du bien. Lui a un discours aussi très ambitieux, Arthur Fils. Oui, bien sûr. Peut-être pas la même mentalité aussi que les autres. Mais c'est après la gestion d'une carrière, c'est aussi s'arrêter à temps quand on a une blessure. C'est bien qu'il prenne son temps. Et c'est aussi parfois aller oser regarder ce qui se passe ailleurs. Moi, je voudrais parler d'un pays, on en a déjà parlé, Justine, à l'antenne. Je voudrais parler d'un pays qui fait un peu mentir notre discours en France de dire ouais, mais bon, c'est un pays qui reste en permanence, un petit pays, qui reste en permanence, la République tchèque. À chaque génération, ils ont des joueuses qui sont fortes, qui sont top 10, top 15, qui gagnent des grands chelems. Elles ont gagné plein de grands chelems récemment. Mais depuis Navratilova, ça gagne tout le temps chez les filles. À chaque génération, il y a des filles qui gagnent des grands chelems. Chez les garçons, il y a eu Berdych, Stepanek, qui n'ont pas gagné de grands chelems. Après Lendl, notamment, qui a été très fort. Messire, à l'époque, était un Tchécoslovaque aussi. Et là, on a de nouveau 3 garçons qui sont top 20 ou top 25. 3. Oui, c'est pas rien. Et c'est un pays qui produit à chaque génération des joueurs ou des joueuses de qualité. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une recette. Alors nous, on va aller se balader quand même un peu là-bas. Ça serait bien. Pour aller un peu voir comment ça va. Non, mais c'est vrai, on en parle beaucoup et finalement, c'est quand même intéressant de voir concrètement comment les choses se passent. Au niveau de la formation, ils combinent effectivement beaucoup de choses, mais une formation technique manifestement de haut vol et puis avec des mentalités, parce que je pense quand même que ce qui fait avancer, c'est la manière de penser. Je reviens au discours. Et là, manifestement, les joueurs de la République tchèque combinent un peu tous ces facteurs-là avec une très bonne formation. Ça vaudrait comme la peine, une fois qu'on aille un peu approfondir un peu tout ça. Et l'autre exemple, je prends chez Justine, il n'est pas prévisible qu'à un moment donné, il y a 2 filles qui ramènent 12 grands chelems, c'est ça, à 2 ? Non. Donc là, pourquoi d'un seul coup, il y a 2 championnes de ce niveau-là en même temps Belgique, dans un petit pays comme la Belgique ? Déjà, on a fait ça en même temps, ensemble. Ça, je pense que ça nous a porté. Ouais. Moi, je dis toujours, j'aurais jamais fait cette carrière-là si Kim n'avait pas été en même temps. C'est joué pour la première fois, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans, elle 8. Émulation. Et on est rentré tout de suite dans accepter aussi on peut se respecter, mais accepter la compétition. Ça peut être sain, cette concurrence, justement. Et chaque fois qu'elle faisait un résultat, j'avais envie de faire comme elle. Et vraiment, on a grandi ensemble, on a des personnalités très différentes en vivant beaucoup de choses. Et en ayant, moi, je travaillais avec un coach argentin qui est venu avec aussi une autre mentalité, qui avait aussi des choses à prouver. Je pense que la question des rencontres, Kim avait un entraîneur aussi assez ambitieux. Elle avait un papa dans le monde du sport. Donc, c'est pour ça que je dis les parcours de vie en Suisse, il y a plein Federer, Wawrinka, voilà, ils n'ont pas tout à coup, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé la recette miracle. Là, forcément, je comprends aussi pour une grande fédération avec beaucoup de moyens, forcément, on en attend plus. Mais parfois, est-ce que le beaucoup de moyens n'est pas finalement quelque chose qui met un peu les joueurs dans le confort ? Moi, je pense qu'un
Oui, finalement, des joueurs qui apprennent à se faire mal et qui ont faim d'une manière ou d'une autre, avoir des choses en tout cas à prouver, je pense que ça fait partie des parcours et des réussites que l'on peut observer. Allez, on envoie nos meilleurs jeunes à Ostrava, en hiver. Moïse Kouamé, Xenia Efremera. En hiver, à Ostrava et à... Moïse Kouamé fait partie des jeunes... À Brno. À surveiller. Fait partie des jeunes à suivre, mais à nouveau, il faut que beaucoup de choses s'alignent. Hein. Oui, c'est encore très tôt. Pour que les choses se passent bien, donc c'est extrêmement jeune, il faut laisser travailler, il faut aussi eu des blessures, donc il faut du temps pour développer un joueur, et ça c'est aussi quelque chose d'important à se rappeler, et donc l'entourage est terriblement, évidemment, important. Pas à Prague, hein, à Brno, dans une bulle non chauffée en février. Allez, le rendez-vous est pris pour la Fédération française de tennis, qui nous écoute bien sûr dans Retour Gagnant. Il y aura un gros débrief de l'Open d'Australie la semaine prochaine. Ce sera avec Thomas Morel, puisque moi je vais prendre mes patins et partir ça va bifurquer sur là. Les Jeux Olympiques d'hiver en Italie pour voir comment ça gagne justement. Exactement. Mais nous on gagne en patinage artistique. En plus, dans la montagne, j'espère vous ramener une médaille. Un peu chez Yannick Sinner quand même là. Je serai à Milan moi, donc je ne serai pas trop dans les montagnes. Mais j'espère vous ramener une médaille, donc je passe la main à Thomas Morel dans Retour Gagnant pour le débrief de l'Open d'Australie. Je vous retrouverai après les Jeux Olympiques. Mais évidemment, ça continue sur Eurosport, sur HBO Max toute la semaine, jusqu'à cette grande finale dimanche autour de Olivier Canton dans Eurosport Tennis avec Justine, avec Bertrand, nos numéros 1 qui, eux, ne se perdent pas en première semaine. Hein. On essaye de tenir bon. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux dans Retour Gagnant. Vous avez bien mérité d'aller manger maintenant. Bon jeu, Anne. Bons Jeux Olympiques. Merci, Bertrand. Bon curling. Attention de ne pas tomber sur la glace. Je resterai bien sur mes appuis, sur mes patins. Merci à ces petits, Maxime Dupuis en régie. Et donc, à très vite dans Retour Gagnant. Bye bye.